Nous allons maintenant accueillir ce jeune philosophe qui a une triple culture puisqu'il est né à Téhéran d'un père soufi iranien, il parle le farsi, sa mère est une catholique française et il a pendant 10 ans étudié et pratiqué le bouddhisme. Donc vous voyez qu'il a une triple culture, soufi iranienne, bouddhiste et chrétienne. Et nous accueillons donc Reza Moghadachi. Pourquoi la méditation à l'école? Reza. Merci Jean. Bonjour à tous. Alors, je n'avais pas prévu de parler de cette dimension-là, mais l'intervention précédente de Martin Howard m'y invite. Et peut-être c'est une manière de rentrer dans mon sujet, puisque Jean m'a demandé de faire le lien entre la méditation et l'éducation. Eh bien, ce que nous a proposé Martin Howard à travers une réflexion sur notre finitude, c'est une sorte de manière de jeter l'encre dans une vérité toute simple, toute bête. Il n'y a pas besoin d'être agrégé de philo pour la connaître. Même un enfant de 5 ans le comprend très bien intellectuellement, celle de notre finitude, celle de notre mort, celle de l'incertitude du moment de notre finitude, de notre mort, s'il est vrai que la mort n'est pas plus proche du vieillard que du nouveau-né. C'est bien une méditation qu'elle nous a offert, non pas au sens de réfléchir sur, comme y a invité Descartes lorsqu'il parlait des méditations métaphysiques. Ce n'est pas une réflexion intellectuelle, ce n'est pas simplement une articulation de concepts, c'est une manière d'essayer de passer d'une compréhension intellectuelle à une compréhension du cœur, à une compréhension avec les tripes. Et à travers le témoignage qu'il nous a donné, à travers les anecdotes qu'il nous a données, en tournant autour de cette question qui au départ a quelque chose qui nous est en même temps désagréable, ce qu'il a cherché à faire, et c'est très précieux, c'est à faire ce que Nietzsche appelait ruminer. C'est-à-dire sans cesse se rappeler une vérité qu'on a comprise intellectuellement et auquel on pense parfois, mais que nous n'avons comprise qu'intellectuellement. Et à ce moment-là, la pensée, elle reste stérile. Et vous voyez, dans notre existence, que ce soit à l'école ou ailleurs, à travers les livres que nous avons lus ou les films que nous avons vus, les informations que nous écoutons, sans cesse nous manipulons des pensées, sans cesse nous manipulons des idées, nous croisons des idées, certaines nous exaltent, certaines on les trouve intéressantes, d'autres nous exaltent moins, à l'instar de ce que vous vivez cette journée depuis ce matin. Et on peut très bien accumuler les livres, on peut accumuler les connaissances, on peut accumuler les idées, les belles idées. On peut être un grand théologien, on peut être un grand philosophe, mais ça n'empêche pas qu'on peut très bien être un salaud. On peut très bien, dans sa vie quotidienne, ne pas manifester, ne pas incarner, comme y invitait Martin Howard, les vérités les plus simples qu'on aurait comprises. Et voyez-vous, la plus haute des philosophies, ce n'est pas de manipuler des idées complexes et d'être un grand savant, c'est d'incarner les vérités les plus simples. Et les vérités les plus profondes sont parfois très simples. Et donc, vous voyez, méditer et apprendre à méditer pour les enfants, pour les adultes que nous sommes devenus, et les enfants que nous avons en face de nous, maintenant que nous sommes adultes, eh bien, c'est de leur apprendre qu'il n'y a pas seulement la logique de la quantité, il n'y a pas seulement l'accumulation. Pour réussir des examens, pour réussir des concours, ça suffit. Mais pour vivre, pour bien vivre, pour mettre de la lumière dans son existence, et pour passer du statut de savant au statut de quelqu'un de mûr et de réalisé, ça ne suffit pas. Et à ce moment-là, il faut passer dans cette seconde forme de méditation, c'est-à-dire d'abord discerner qu'est-ce qui me paraît juste, qu'est-ce qui me paraît vrai, qu'est-ce qui fait écho à mon expérience. Et à partir de ce moment-là, si je suis face à quelque chose qui me paraît juste et vrai, il ne faut pas que je m'arrête là. Il faut que je creuse, il faut que je me rappelle. Il faut que sans cesse ma conscience se frotte à cette idée pour que petit à petit, ça commence à s'infuser en moi. Permettez-moi cette analogie, vous voyez, lorsque vous êtes face à un panier de fruits et que vous savez que certains fruits sont pourris, d'autres sont bons, d'abord vous regardez, vous observez, vous discernez, et puis ensuite vous en choisissez un, que vous avez bien observé, vous décidez de le mettre à la bouche, c'est-à-dire dans cette partie du corps qui est cette partie supérieure au niveau de la tête, et puis vous commencez à mâcher. Et déjà, dans la mastication, le professeur Henri Joyeux pourrait bien en parler, commence déjà la digestion.
Déjà, notre salive commence à se mélanger à ce qu'on vient de manger et quelque chose de nous commence à se mêler à ce qu'on a mangé. Et puis, une fois que c'est devenu une sorte de soupe que nous avons bien mâchée, et c'est important de bien mâcher, non seulement pour s'alimenter, mais aussi pour la pensée, eh bien ça peut descendre. Et là, il se produit une alchimie incroyable dans notre ventre. On n'a plus besoin de faire des efforts, ça se fait tout seul. Et une partie de ce qu'on a mangé va commencer à ne faire qu'un avec nous. Une unité se fait entre ce qu'on a mangé et ce qu'on est. Eh bien, pour le domaine de la pensée, c'est pareil. Si on se contente simplement de comprendre intellectuellement, de penser à une chose, et puis que cette pensée nous passe au-dessus de la tête, eh bien, ça reste stérile. Ça ne produit pas une transformation intérieure. Par contre, si, comme le dit Nietzsche, on commence à sans cesse le reconvoquer, le rappeler, ne pas se laisser disperser, se concentrer sur cette pensée, sur cette idée, à ce moment-là, alors ça peut descendre, ça peut s'infuser en nous, quelque chose peut s'incarner. Dans les traditions religieuses de l'humanité, on connaît très bien cette forme de méditation. On prend un texte, on prend une parole, et au lieu d'accumuler les lectures, on essaye de se laisser habiter par ce qui nous semble juste et vrai. Alors, quelle que soit la source, que ce soit à travers des lectures, des rencontres, ou que ce soit simplement à travers une expérience que vous faites dans votre existence, la question c'est qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez vous laisser habiter par cette... Et ça, c'est déjà, vous voyez, une forme de méditation. Et puisqu'il s'agit de ne pas faire le lien avec la question de l'éducation, bien précisément, je crois que dans notre système éducatif et dans notre manière de penser la transmission, c'est quelque chose qui est oublié. Je vais prendre un exemple extrême. Je me souviens que lorsque je commençais à m'intéresser au bouddhisme tibétain, il y avait une pratique pour les jeunes moines qu'on appelle les pratiques préliminaires. Et ça consiste à prendre une idée, notamment la première, c'est celle dont parlait Martine, c'est l'impermanence, notre finitude, et pendant 8 heures par jour, pendant 6 semaines, ne penser qu'à cette idée. Il ne s'agit pas de faire des chants, il ne s'agit pas de faire des prières, il ne s'agit pas de lire des livres, il s'agit de se concentrer sur une idée pour que petit à petit, on passe d'une compréhension intellectuelle à une compréhension par le corps et par l'âme. Donc voilà pourquoi nous pouvons avoir des systèmes éducatifs très, très exigeants, qui manipulent beaucoup de connaissances, qui font de nous, dans le meilleur des cas, des savants, mais qui ne nous rendent pas forcément, qui ne produisent pas l'effet escompté de la pensée, du travail de la pensée, qui est cette transformation intérieure. Discernement à faire, bien évidemment, dans ce qui, dans ces informations, sont susceptibles de nous transformer, mais ensuite, travail de digestion. Après cette remarque, je partirai de cette phrase que vous connaissez peut-être, qui dit « Tout fonctionne, cela est bien l'inquiétant ». Ce n'est pas la phrase d'un hacker qui prendra un malin plaisir de nous voir nous énerver devant notre ordinateur lorsqu'il ne fonctionne plus. C'est la phrase d'un philosophe du XXe siècle qui s'appelle Heidegger. « Tout fonctionne, 3 petits points, cela est bien l'inquiétant ». Normalement, on est content quand tout fonctionne. Et dans la vie, quand ça fonctionne, on est plutôt content. Mais précisément, ce que dénonce ici Heidegger, c'est cette capacité qu'ont les êtres humains à se transformer en machine, à entrer dans une logique d'enchaînement, enchaînement des activités, enchaînement des occupations, enchaînement des conférences, enchaînement des lectures. Alors que ce soit sur le mode de l'occupation ou que ce soit sur le mode de la distraction, à ce moment-là, la conscience est comme en sommeil en réalité. Alors, cette capacité à vivre de manière mécanique, elle nous est parfois très utile et très pratique lorsque nous avons besoin de mobiliser des réflexes, lorsque nous voulons nous appuyer sur des habitudes et gagner du temps, c'est très précieux. Mais le problème, c'est lorsque nous ne faisons qu'être sur le mode de l'enchaînement, que lorsque nous faisons qu'être sur le mode de la machine et du fonctionnement, eh bien, ce qui manque, c'est la conscience. Ce qui manque, c'est le sens de ce qu'on veut faire. Ce qui manque, c'est le rappel de nos intentions. Qu'est-ce que fait un tennisman avant de servir ? Eh bien, il y a un petit temps de silence dans lequel il remobilise ses forces. Il ne s'agit pas de s'éclater, comme aiment parfois le faire les jeunes ou moins jeunes. Il s'agit au contraire, cette fois-ci, de recueillir ses forces, de les remobiliser, de rappeler son attention. Et à ce moment-là, dans le rappel de l'attention, il y a à nouveau la conscience de l'intention. Qu'est-ce que je veux faire ? C'est vrai pour le tennisman,
Il va se demander s'il va plutôt servir un service laïcé qui va déborder son adversaire sur la gauche, ou bien s'il va décider de monter à la volée, ou si il va penser ce qu'il veut faire. Et dans notre existence, les temps d'arrêt, les temps de reprise de la conscience, ces temps où nous cessons d'être en sommeil, comme disait Héraclite, le philosophe présocratique, lorsqu'il disait « même éveillés, ils dorment », en parlant de l'humanité. Même éveillés, ils dorment. Eh bien, ces moments justement où on se réveille, où on arrête l'enchaînement, on lève le nez du guidon et on regarde sa vie, que ce soit en vacances, comme nous l'invitait Elissa, que ce soit à travers un temps d'arrêt, de méditatif, que ce soit... Mais à chaque fois que, vous voyez, la conscience se rappelle à elle-même, tente de renouer avec ce qui se passe ici et maintenant, autour de lui et en lui. Eh bien, à ce moment-là, ce qui se produit, c'est un éveil, c'est une capacité à reposer la question de nos finalités, de ce qu'on cherche à faire. Alors, à l'école, il y a les temps de cours, on passe d'une matière à une autre, où s'enchaînent les différentes activités de la journée. Et puis, il y a quelque chose qui nous est très familier, que, élèves, nous apprécions, c'est les temps de récréation. Et la récréation, c'est un moment important où on se défoule, on discute avec ses camarades, et c'est aussi un moment de distraction. On n'a plus besoin de focaliser son attention. Mais ce qui manque, vous voyez, c'est le temps de la recréation. C'est-à-dire ce temps, cet espace dans lequel on n'est plus dans le regard social, on n'est plus dans l'occupation, on n'est plus dans la distraction, mais on va tenter de revenir à soi-même, de revenir à ce qui est, de revenir à ce qu'on ressent, de revenir à ce corps qui est assis ici, qui est peut-être fatigué, en particulier en fin de journée. Remobiliser cette conscience, retrouver une virginité, retrouver une blancheur, une disponibilité, une posture qui ne soit pas une imposture. Et pour l'élève qui va commencer un cours, pour le professeur qui va commencer à enseigner, ce temps d'arrêt, ce temps de silence, c'est une manière de pouvoir donner le meilleur de lui-même. Et c'est ce que chacun d'entre vous faites. À chaque fois que vous voulez donner le meilleur de vous-même, vous faites ce temps d'arrêt. Je parlais du tennisman tout à l'heure, on pourrait parler du musicien. Lorsqu'il rentre dans la salle de concert, il parle avec son voisin, il joue un peu de son instrument pour se mettre dans la tonalité, réaccorder un peu son instrument. Et puis à un moment, il y a un petit temps d'arrêt. Il ne se passe rien et pourtant, il se passe quelque chose d'essentiel. Et c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir donner le meilleur de lui-même. Lorsque vous rentrez le soir chez vous, après une journée de travail, ce temps d'arrêt que vous pouvez faire avant de franchir le seuil de la porte. Il ne se passe rien et pourtant il se passe quelque chose. Vous avez cessé de fonctionner et d'enchaîner. Vous allez pouvoir à présent vous rappeler que vous n'êtes plus directeur de ou secrétaire de ou professeur de, mais vous allez retrouver vos enfants, votre épouse, votre mari. Et vous allez être amené à vous poser la question, mais qu'est-ce que je veux donner maintenant ici ? C'est plus le directeur d'eux, c'est plus le professeur d'eux, c'est plus l'ingénieur d'eux qui rentre dans cette maison, dans ce palais, avec les gens que j'aime. Et qu'est-ce qui va se donner ? Donc ces moments, vous voyez, de respiration sont fondamentaux. Et pareil, j'ai constaté, moi, en tant qu'enseignant, que c'est quelque chose qui manquait dans l'espace scolaire, et c'est pourquoi j'ai essayé de l'inviter. C'est à la fois très simple, presque du bon sens, et pourtant, c'est quasi inexistant dans la vie d'un écolier. Et lorsque je commence à installer ça dans mes classes, vous voyez, d'abord une forme d'étonnement. Les premières séances, quelques élèves ont même un petit rire nerveux. C'est très bon signe. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et généralement, au bout de la deuxième séance, c'est terminé. Et si jamais j'ai le malheur d'oublier, ils me disent « Monsieur, on a oublié le moment de silence ». Alors au basket, on appelle ça les temps morts. Moi, j'appelle ça les temps de vie. Il ne s'agit pas de commémorer, il ne s'agit pas simplement se rappeler que nous ne sommes pas des machines et que nous avons à sortir du fonctionnement pour être. Non pas paraître, non pas faire, non pas avoir, mais être. Être, ça veut dire aussi sortir d'une logique
qui a gagné la conscience occidentale et que Heidegger appelait la dévastation technique, qui est une logique sans cesse de l'efficacité, de la rentabilité, de la performance. Sans cesse, je dois justifier de ma valeur à travers mes performances, mon apparence, à travers ce que je fais ou à travers ce que j'ai. Et nous offrir à nous-mêmes ou offrir à nos enfants des espaces où tout d'un coup ils se retrouvent libres à l'égard de cette tyrannie de la performance. Ces espaces où tout d'un coup ils peuvent prendre conscience de ce qui fait leur valeur infinie, indépendamment de leurs résultats scolaires, de leurs performances sportives ou extrascolaires, indépendamment de leurs performances relationnelles. J'ai beaucoup d'amis, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai des bonnes notes, j'ai pas de bonnes notes, etc. Sans cesse, vous voyez, notre être, dès l'enfance, se retrouve sommé pour pouvoir attirer le regard des autres, pouvoir capter un peu d'amour, eh bien, de faire, de paraître, ou bien d'avoir ce qu'il faut, sans quoi on n'a pas on ne reçoit pas cette attention. Et là, il s'agit d'inviter ces élèves à renouer avec ce qui en eux est libre à l'égard de toute performance. Heidegger parlait ici de la dévastation technique parce que précisément, il dit que ce qui est le drame de l'Occident et même maintenant du planétaire, c'est que ce mode de rapport au réel qui consiste à regarder tout tantôt comme une ressource, tantôt comme un déchet, est devenu le mode dominant. Même une orange que vous allez manger, vous allez plus simplement savourer une orange, on va vous rappeler son utilité. Mange cette orange, c'est plein de vitamine C. Et vous voyez bien que ce regard qu'on peut porter sur les objets du monde, on commence à le porter sur les êtres humains. Et le vocabulaire lui-même l'indique. On va parler de capital humain. On va commencer à tout quantifier. Or, ce qui fait la grandeur de l'être humain ne se réduit pas à la somme de ses actes, ne se réduit pas à ce visage plus ou moins défiguré par la vie, ne se réduit pas un être humain ne se réduit pas à ce qu'il est simplement devenu. Et donc, retrouver ce qui fait cette noblesse, malgré parfois les aléas de l'existence ou les mauvais choix qui ont été faits. Donc retrouver cet espace de liberté, également à l'égard du regard des autres. Alors, si je commence par vous évoquer tout ça, c'est parce que précisément, ce qui m'est apparu avec force dès que j'ai commencé mes études de philosophie qui s'appelle l'amour de la sagesse, c'est à quel point notre société, je le voyais dans le système éducatif, s'est éloignée de cette perspective. Qu'est-ce que c'est la sagesse pour moi ici? C'est tout ce qui permet à un être humain de se déployer selon sa nature, de manifester au dehors ce qu'il porte en lui de meilleur. Ce n'est pas seulement des qualités intellectuelles, c'est aussi des qualités de cœur, on en a parlé aujourd'hui. C'est aussi une santé physique, une santé de l'âme, une santé spirituelle. Et ce qui m'a frappé, vous voyez, c'est que pour toutes les grandes civilisations traditionnelles, que ce soit la civilisation grecque ou que ce soit l'époque médiévale, au fond, l'horizon qui se dessinait pour la société et pour la transmission et pour l'éducation, c'était soit la figure du sage, c'est-à-dire un homme réalisé qui ne se réduit pas à la figure du savant, soit la figure du saint, qui manifeste toutes les qualités morales et spirituelles qu'on pourrait attendre d'un être humain. Donc sagesse ou sainteté. Mais le tournant qu'on a connu, qui a ses prémices peut-être à la Renaissance, mais qui va se cristalliser au moment du siècle des Lumières, ça va être ce passage où tout d'un coup l'horizon de l'Occident, ça ne va plus être la sainteté ou la sagesse, mais la figure du savant en blouse blanche, ou la figure de l'intellectuel. Ma propre discipline, la philosophie, en est l'expression. Lorsque on dit qu'un philosophe va venir parler, bien évidemment, il ne s'agit ni d'un sage, ni forcément de quelqu'un qui désire la sagesse. Mais il s'agit d'un intellectuel. Qu'est-ce que Condorcet, ce penseur des Lumières, exprimait? Il dit, voilà, il faut rendre la raison populaire. Et l'école que nous avons connue est l'héritière de ce passage. On a essayé de faire des enfants qui nous sont confiés des êtres plus intelligents, des êtres plus réflexifs, des êtres qui soient moins victimes de la démagogie. Et pour cela,
Il faut développer les facultés réflexives, intellectuelles, le sens de l'abstraction, le raisonnement, l'analyse critique, et c'est très précieux. Et de ce point de vue-là, on peut être plein de gratitude pour ce que nous avons pu recevoir à travers l'école, bon gré, mal gré. Mais ça ne suffit pas. Le fait d'avoir réduit l'être humain simplement à cette dimension cérébrale ou intellectuelle, ou à la réflexion conceptuelle, vient amputer l'être humain de dimensions importantes. Et surtout, produire un type d'humanité qui peut être, dans le meilleur des cas, accéder à une certaine culture générale, à une certaine compétence intellectuelle, mais qui n'est pas forcément une humanité accomplie, mûre, une humanité aimante, une humanité, bref, bien des qualités dont on a parlé aujourd'hui, comme la gentillesse, comme la douceur, comme la bienveillance, comme l'amour, etc. Tout cela est délaissé. Délaissé peut-être à la vie privée, à la vie en dehors de l'école, mais bien souvent, même en dehors de l'école, il y a quelque chose qui n'est pas forcément pris en charge. Et donc la question fondamentale, ça va être, mais comment permettre à toutes ces qualités de pouvoir se déployer chez l'être humain? Eh bien, un des sens de méditation qui a été évoqué aujourd'hui et qui peut être, à mon avis, un outil précieux, c'est précisément, là encore, une capacité de la conscience qui n'est pas simplement capacité de réfléchir sur la méditation cartésienne, qui n'est pas simplement le fait de se laisser habiter et se laisser incarner les choses, c'est aussi quelque chose de très précieux, mais qui consiste à être l'observateur de ses propres processus mentaux, l'observateur de ses émotions. Et là, je vous renvoie à tout ce que Mathieu Ricard a pu expliquer aux alentours de midi. Vous voyez, quand je me regarde, eh bien, c'est plus exactement moi. Et il s'agit de partir à la conquête de cette dimension intérieure, qui n'est pas exclusive de toute perspective métaphysique ou spirituelle, mais à défaut de toute métaphysique spirituelle, à défaut de tous les clivages de croyances qui peuvent être les nôtres, il y a quelque chose qui relève d'une faculté très fondamentale et mystérieuse de la conscience, qui est cette capacité de pouvoir mettre à distance, de trouver un espace en soi. Capacité aussi, à partir de là, de développer des facultés très précieuses pour notre vie humaine, qui sont l'intuition, la créativité, l'intelligence émotionnelle. Alors peut-être qu'il a fallu aller très loin dans ce refoulement de la vie intérieure pour que naisse ce que Heidegger appelait une sorte d'appel libérateur. Eh bien cet appel libérateur, c'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je souhaite pour l'école de demain. Merci à vous. Merci Reza. Alors merci à Reza Moghadassi, donc un nom à retenir, même s'il est difficile à retenir, et son ouvrage donc La soif de l'essentiel. Nous avons vu, vous voyez, que la méditation mène à tout, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la finitude, de la mort. Là, on a parlé de l'éducation, de l'école et de comment être réveillé, hein, ne pas être un réveillé endormi, selon cette belle expression.